Comme vous le savez, aujourd'hui, le 15 août, une rencontre a lieu en Alaska, sur la base militaire Elmendorf-Richardson, entre le président américain Donald Trump et le dictateur russe Vladimir Poutine. L'attention se porte bien sûr sur la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et sur la possibilité d'un processus de négociation. Et justement, alors que les préparatifs des négociations sont en cours, on observe une intensification des combats sur le front en Ukraine que les experts associent à la tentative des deux parties d'influencer les conditions initiales des négociations. C'est pourquoi dans cette émission, nous allons discuter avec vous du contexte militaire de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ce qui se passe sur le front, quelles sont les actions des deux parties et quel est le rôle de l'Alliance Atlantique dans tout cela. Je suis Alexei Petchy, nous sommes le 15 août, examinons tout dans l'ordre. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, commentez et rejoignez ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Je commence par le rapport du 14 août de l'Institut pour l'étude de la guerre à Washington. Selon ce rapport, les troupes russes ont renforcé leurs offensives près de Dobropolia et à l'ouest de Donetsk. Récemment, de nombreuses nouvelles sont parues à ce sujet, comme le mentionne le document. Le but de ces attaques russes n'est pas de modifier la ligne de front, mais de créer l'illusion de l'initiative avant des négociations clés. L'Institut pour l'étude de la guerre en conclut donc que toutes ces infiltrations récentes du côté russe dans la région de Dobropolia servent uniquement à créer une image médiatique avant les négociations en Alaska, pour montrer que, soi-disant, les Russes percent la ligne de front partout. Moscou a déjà utilisé une tactique similaire. Eh bien, par exemple, en 2015, avant la signature des accords de Minsk, les unités russes cherchaient à consolider leur contrôle sur Debaltsevo afin de présenter cela comme un fait accompli. Un fait accompli. Et nous nous souvenons que c'est justement avant la signature des premiers accords de Minsk qu'a eu lieu la tragédie de Debaltsevo. L'Ukraine évite toute escalade avant la rencontre Trump-Poutine. Et aujourd'hui, la British Broadcasting Corporation écrit, en citant une source à l'état-major général des forces armées ukrainiennes, la citation suivante « Apparemment, à l'état-major, il déclare « Nous ne dépensons pas délibérément nos forces pour des attaques d'état de démonstration, nous ne nous préparons pas au sommet, mais à ce qui viendra après le sommet. » Cela signifie que la priorité est de tenir les positions et d'accumuler des munitions en prévision d'une nouvelle vague de combat. Et si, après l'Alaska, rien n'est décidé, aucun cessez-le-feu, et que Poutine intensifie les hostilités. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé hier « Poutine bluffe, il met la pression avant la rencontre en Alaska et veut faire croire que les sanctions ne fonctionnent pas. En réalité, les sanctions frappent l'économie russe. Oui, la Russie a 3 fois plus d'artillerie, mais elle a aussi 3 fois plus de pertes. » Selon le Washington Post, la Russie a récemment intensifié les attaques de drones Shahed et de missiles contre les dépôts de munitions et les infrastructures logistiques ukrainiens ces 2 derniers jours. Cela malheureusement sans compter les cibles civiles et les bombardements de villes paisibles en Ukraine. Aujourd'hui, on a demandé à Trump son avis sur la visite de Poutine en Alaska, alors qu'une alerte aérienne est déclenchée en Ukraine à cause de nouveaux bombardements russes. Trump dit « Peut-être que Poutine a ce genre de gêne. Il pense qu'en escaladant la situation, il paraît plus fort, plus dur, et que cela l'aidera à obtenir des concessions de la part de Trump. Il dit « En fait, ça lui nuit. Je comprends ce qui se passe. » Donc, dans l'article du Washington Post, une citation est mentionnée. Ces frappes sur les dépôts de munitions et infrastructures logistiques ukrainiennes ne modifient pas l'équilibre stratégique, mais craignent une pression que le Kremlin souhaite exporter. Table des négociations. Les alliés occidentaux de l'Ukraine adaptent aussi leurs actions selon les négociations. Reuters, citant 2 représentants de l'OTAN, rapporte « Nous voulons que Kiev négocie en étant capable de repousser toute tentative de Moscou d'imposer ses conditions. » Parmi les mesures actuelles de l'Europe pour l'Ukraine figure la livraison rapide des systèmes IRIS-T et Patriot, la fourniture de missiles Arma Tactical Missile System et l'augmentation de la production d'artillerie.
À Bruxelles, ils ont synchronisé le calendrier des livraisons militaires avec l'agenda diplomatique. Au sein de l'Union européenne, on sait que le résultat de la rencontre à Ankara dépend surtout de la stabilité militaire de l'Ukraine. C'est pourquoi, ce qui est important, il a été décidé d'accélérer toutes les livraisons d'armes à l'Ukraine afin que le signal soit clair. L'Occident n'a pas l'intention de reculer. Et ici, je rappelle que, en effet, ces dernières semaines, je vous avais vu que l'Europe a commencé à acheter très activement des armes américaines. Et vous avez vu ces paquets de 500 millions de dollars, 500 millions de dollars, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'Allemagne est actuellement la plus active sur ce sujet. Et en effet, il y a eu une telle intensification des livraisons d'armes à l'Ukraine pour montrer que l'Europe est prête à augmenter ses livraisons. En plus du soutien militaire, un paquet de sanctions est en préparation au cas où les négociations échoueraient dans. Selon Euractiv, l'Union européenne et les États-Unis prévoient des restrictions synchronisées sur l'énergie, la métallurgie et les transports. Et l'un des diplomates européens a déclaré que cela devait montrer à Poutine que le prix du refus de la paix ne ferait qu'augmenter. Ainsi, les négociations à Ankara entre Poutine et Trump se déroulent sur fond d'actions coordonnées des deux parties visant à créer une image avantageuse pour elles-mêmes. C'est un sujet très, vous savez, sensible. La Russie fait actuellement preuve d'une activité offensive, frappe l'Ukraine avec des missiles et des drones, montre qu'elle perce sur le front. L'Ukraine, au contraire, fait preuve de retenue, de préparation à une défense prolongée si nécessaire, mais surtout de retenue. Nous prouvons être prêts à négocier, tandis que l'OTAN affirme son soutien à Kiev. C'est bien. En conclusion, le contexte militaire et politique de cette rencontre en Alaska montre des négociations sous pression et une démonstration de force mutuelle. Le résultat de ces négociations dépend de la diplomatie et de la capacité de chaque partie à convaincre la communauté internationale de sa position. Zelensky a raison de dire que Poutine bluffe, mais certains croient malgré tout à ce bluff. Et il est très important de savoir quelle partie parviendra réellement à convaincre la communauté internationale de la solidité de sa position. Si c'est l'Occident qui y parvient, Trump bénéficiera d'un solide soutien. Si c'est Poutine qui réussit, malheureusement, la position de Trump sera un peu plus défavorable. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos attentes concernant la rencontre entre Trump et Poutine dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.